Kinshasa, merci de nous suivre où que vous soyez. On s'envole d'abord au Gabon, où s'est ouverte la 8e conférence des présidents Afrique de l'Assemblée parlementaire. Un constat simple qu'il a fait de tous les maux qui minent l'Afrique centrale en particulier et pourquoi pas toute l'Afrique en général. Et il est vraiment un patrimoine, j'allais dire, mondial désormais. De ces discussions de 2 jours, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guinzou Bandama, a salué la présence de tous les présidents de l'APF à ses assises. Obaminakou, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale congolaise qui a ouvert le bal, a rappelé les actions de cette organisation et les défis auxquels elle fait face, notamment le respect de l'état de droit et de la démocratie, la promotion des droits de l'homme, l'égalité homme-femme, la croissance économique inclusive et la lutte contre le terrorisme. Et bien avant, le président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC avait prononcé un discours mercredi dans lequel il est revenu sur les liens qui caractérisent les deux nations dans différents domaines, mais aussi les avancées économiques réalisées en RDC sous l'impulsion du chef de l'État. Un discours qui a été salué par les députés gabonais. Un constat simple qu'il a fait de tous les maux qui minent l'Afrique centrale en particulier et pourquoi pas toute l'Afrique en général. Et les similitudes qu'il a établies entre la République démocratique du Congo et le Gabon sont tout à fait justes sur le plan culturel, sur tous les plans. Et sans oublier le bassin du Congo qui est vraiment un patrimoine, j'allais dire, mondial désormais, et que nous, les Africains nous-mêmes, devons revaloriser, devons préserver, parce que c'est l'avenir de nos populations. Un discours à la fois historique et un discours plein d'enseignements. Nous garderons présent dans nos mémoires tout l'enseignement qu'il a bien voulu porter à l'attention des députés gabonais, à la fois sur le plan historique, sur le plan économique et sur le plan politique. Il ne s'est pas contenté de parler seulement de la RDC et du Gabon, mais il a donné une vue d'ensemble des difficultés que nous vivons en ce moment et des possibilités qui s'offrent à nous pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et en tant que jeune parlementaire, je sors de ce discours nourri et avec de l'espoir que la diplomatie parlementaire est en marche. Retour au pays, direction la primature où le chef du gouvernement a échangé avec l'ambassadeur de Suède en RDC. Les deux personnalités ont discuté sur la coopération entre les deux pays, coopération qui s'intéresse aussi aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Margot Wallström se dit très préoccupée par le développement socio-économique de la RDC et l'a exprimé devant le chef du gouvernement congolais, Matata Ponyo. On l'écoute. Nous avons pu échanger sur à la fois le processus électoral qui nous attend en 2016, mais aussi sur l'état des échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous avons aussi échangé sur les moyens d'établir, de reconstruire la paix et la stabilité au Congo, base essentielle pour un développement durable socio-économique. Nous avons un engagement large qui s'étend des principes de démocratie, état de droit, droits de l'homme, etc. Aussi la participation politique et économique des jeunes et des femmes en particulier, mais nous avons aussi des engagements en matière de santé et en matière de climat. Un enjeu qui est commun entre la Suède et la RDC. Le genre, l'aspect genre est une priorité transversale dans tout ce que nous faisons en Suède, au Congo. Nous avons une politique étrangère et nationale délibérément féministe. Ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter 2 projets de coopération de la Suède ici au Congo, où on adresse justement la dimension genre, comment on peut travailler ensemble, hommes et femmes, pour une meilleure parité qui profite à toute la société, tant sous l'aspect justice, mais aussi en macroéconomie. Parce que pour les femmes, ce qui est nécessaire, c'est non seulement la représentation politique des femmes, mais aussi l'accès aux ressources
et les droits. Et puis Matata Ponyo a inspecté les travaux de réhabilitation de 7 immeubles du gouvernement à la place Royale, vous le savez. Cette visite entre dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur le suivi de l'exécution des différents travaux de réhabilitation lancés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Et Matata Ponyo en assure à ces jours le suivi afin que les travaux s'effectuent et respectent le délai. Place Royale, c'est déjà une autre image que cet endroit offre à la population. Et pour se rendre compte, le Premier ministre Matata Ponyo continue à faire le suivi de l'exécution des travaux de réhabilitation. À la place Royale, il y a au total 7 immeubles dont Likasi, Aruimi, Kwango, Ubangi, Mongala, Kasai et Semoy. À première vue, les travaux avancent dans ces immeubles devant abriter quelques ministères, secrétariats généraux et autres services de l'administration publique. De fond en comble, le Premier ministre fait une visite d'inspection. Bureau, salle de réunion. Et en bas, il y a déjà une bonne quantité de matériel et équipements qui sont disponibles afin d'assurer les travaux de finition. Le niveau d'avancement est très varié suivant les différentes composantes. Comme vous pouvez le remarquer, pour les bâtiments, on est pratiquement à 95%, il reste des petites retouches par-ci, par-là. Et pour les mobiliers, vous avez remarqué aussi que beaucoup de bâtiments ont été déjà équipés en mobilier. Notons aussi que du 2e au 3e étage de chaque immeuble, il y a 22 bureaux, et du 5e au 7e, il y en a 18. Un constat qui a poussé Matata Ponyo d'exprimer sa satisfaction. Ces images montrent combien les travaux avancent. Les façades principales et postérieures sont achevées et les ingénieurs assurent, concernant la prochaine étape, qu'ils vont aménager l'extérieur du bâtiment pour le rendre viable. Le degré d'avancement des travaux est estimé dans l'ensemble à plus de 80%. Donc dans 2 mois, nous pourrons éventuellement livrer les ouvrages. Suite à la coopération sino-congolaise, un autre immeuble du gouvernement d'une superficie de 22 000 m² pousse déjà à la place Tembe-na-Tembe, à quelques mètres du Palais du Peuple, pour accueillir 3 cabinets ministériels et leurs administrations respectives. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture des travaux sur les possibilités de financement des projets de la République démocratique du Congo par la SADC. Offrir les facilités pour l'intégration et l'ajustement économique des pays membres de la SADC est l'un des objectifs poursuivis par ces travaux qui courent jusqu'au 4 mars. C'est dans cette salle aménagée pour la circonstance que les différents invités à ces travaux, à connotation régionale sur les possibilités de financement des projets de la RDC par la SADC, se sont retrouvés. Ils veulent tous ensemble, avec les représentants du gouvernement congolais, explorer les opportunités de financement des projets dits intégrateurs de la RDC par la SADC. Cette organisation sous-régionale cible donc plusieurs domaines, notamment les infrastructures, les secteurs industriels et social. Les participants, outre ceux de la SADC, proviennent de la primature, des ministères, de la Banque centrale du Congo ainsi que de la NAPI. Ils ont aussi l'objectif de faire bénéficier à la RDC les avantages liés à son adhésion au protocole sur les finances et investissements dans cette zone. La RDC est un pays très actif et très engagé dans la région SADC. Il y a d'autres pays qui sont déjà avancés par rapport à nous. Et nous, étant un membre très engagé au sein de la SADC, les autorités congolaises ont demandé que nous puissions, les experts, puissent analyser les possibilités de pouvoir bénéficier d'un financement de la SADC, étant donné que la SADC n'a pas encore un fonds pour financer des grands projets. Les travaux, une fois clôturés, déboucheront par un éventail des projets qui sera remis à la SADC pour financement. Ces protocoles favorisent l'harmonisation des politiques des États partis afin de les conforter aux objectifs de cette organisation sous-régionale. À la CENI, on parle de la clôture du forum sur la stratégie et l'identification des matériels d'éducation civique et électorale. Plusieurs recommandations ont été formulées pour les actions efficaces à mener.
Norbert Basengezi, vice-président de la centrale électorale, a présidé la cérémonie. La sensibilisation et l'éducation civique et électorale pour un processus électoral complexe comme celui de la RDC sont impérieuses. D'où toute l'importance de ces forums en vue de peaufiner les stratégies et identifier les matériels. Finalité, élaborer les programmes spécifiques avec des supports didactiques et des communications pour la mobilisation des électeurs. Ceci à travers des projets de la Commission électorale nationale indépendante appuyée par ses partenaires. La thématique de ces 2 jours était de travailler sur les outils d'éducation électorale doivent être adaptés et répondre en fait aux besoins des spécificités de chaque commune, des provinces et tendances en RDC. Donc d'adapter des outils aux différentes langues de la RDC, aux différentes spécificités culturelles et qu'ils soient adaptés également au public. Des recommandations sont sorties de ces forums comme document national des références pour tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation et l'éducation civique et électorale. En 2005 et en 2010, les matériels d'éducation civique qui étaient utilisés, on n'avait pas tenu compte de la personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, que nous-mêmes, personnes vivant avec handicap, nous étions là, nous avons défendu notre cause, on a pris en compte la question de la personne vivant avec handicap par rapport à ces matériels d'éducation civique, en particulier les aveugles, les sourds-muets et les albinos. Donc vraiment, nous sommes vraiment très très contents. Norbert Basengezi Kastintiman, le numéro 2 de la CENI, promet l'engagement de son institution à appliquer ces recommandations après le quitus de l'Assemblée plénière. Remise des clés suivie de l'inauguration du cachot pour les femmes et les filles de Kalemi ce jeudi. C'est la commissaire spéciale adjointe en charge de la PAJ Yvonne Goy qui a réceptionné ce bâtiment financé par la MONUSCO. Cette infrastructure est d'une importance capitale puisqu'elle vient répondre à un besoin urgent, celui de séparer les femmes détenues des cellules des hommes. Fini cette façon de faire, cette manière de loger les femmes détenues au même endroit que les hommes. Ceci trouve son sens dans cette cérémonie de remise des clés et d'inauguration ce jeudi par Madame le commissaire spécial adjoint de la PAJ, Yvonne Goy-Boussangou, du cachot pour les femmes et les filles. Construit par la MONUSCO dans son projet à impact rapide CUPS à la hauteur de 19 000 $. Cet édifice est des standards internationaux à en croire le constructeur. Le représentant du chef de bureau de la MONUSCO parle des motivations à poser ce geste. Comme vous le savez aussi, depuis longtemps, les filles en conflit avec la loi et les personnes privées de liberté pour le parquet de grande instance de Kalemi attendaient leur sort dans le cachet de l'état-major de la PNC. Quant à Mme Yvonne Goy-Boussangou, elle a encouragé le partenariat avec la MONUSCO. Dans la politique du commissariat spécial de Tanganyika, la remise et la disponibilisation de cet édifice cachot pour les femmes et les jeunes filles de Tanganyika est une des grandes étapes qui nous montre que réellement la politique de rendre la justice équitable a commencé. Pour sa part, la représentante du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalemi promet d'entretenir ce bâtiment. Nous vous promettons de bien vouloir entretenir ces cachots pour les filles et les femmes détenues. Et c'est ainsi que nous avons sollicité votre aide pour que ces cachots puissent bien fonctionner comme il se doit. Pour tout clôturer, la visite de ce cachot s'en est suivie. Dans la province du Mai-Ndombe, le commissaire spécial a bouclé sa tournée dans tous les territoires de sa juridiction par Kwamut, toujours par la voie fluviale. Gentini Ngobila est allé approfondir les défis de développement qui l'attendent dans cette nouvelle province dotée de plusieurs ressources naturelles, mais non encore exploitées. La visite du chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe a mobilisé des milliers de Komutois venus de tous les coins de ce territoire. De leur nombre, plusieurs supporters des clubs de football du pays. Ils ont des promesses de Gentini Ngobila concernant les équipements en matière de football. Le commissaire spécial du Mai-Ndombe connaît les difficultés auxquelles cette population est confrontée, notamment celles liées à l'enclavement
avec leur train de malheur. Mais il veut s'attaquer au